très heureuse de vous retrouver pour cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Une faute plus s'est abattue sur le Grand Lomé, causant des inondations et dégâts matériels. La Suisse a subi l'un des étés les plus chauds de son histoire. Les dirigeants du pays préviennent des risques à venir. Et puis en Australie, les autorités prévoient utiliser des robots tueurs pour réduire la population des chats sauvages. Ces chats constituent un facteur de déséquilibre des écosystèmes. C'était les titres. Bienvenue. Lomé a connu une grande pluie hier dans la matinée. Elle a duré plus de 4 heures de temps, entraînant avec elle plusieurs dégâts. Certains n'ont plus de toit, d'autres déplorent des matériels endommagés. Découvrons ensemble dans ce reportage des inondations et dégâts causés par la pluie d'hier. Après la pluie vient le beau temps, dit-on souvent. Mais la population de Lomé s'abstiendra de faire usage de cet adage, car elle vit un calvaire indescriptible à chaque tombée de pluie. Celle de ce mercredi matin qui s'est abattue sur le Grand Lomé pendant plus de 4 heures a encore engendré des situations de détresse dans les ménages et sur les voies de circulation. Des retenues d'eaux et lagunes débordées, des quartiers inondés. Ici, nous sommes à Totivik-Blinkomé. Le constat est amer. Ce matin, on s'est réveillé avec une pluie, je peux dire diluvienne, et après quelques minutes, nous avons constaté que les murs mitoyens ont cédé et ça a permis que l'eau, d'accord, de tout le périphérique, d'accord, du quartier est rentrée dans notre maison. Et donc tout est inondé. L'eau de la rue, tout ça là, est rentrée d'accord dans nos chambres, tout ça là. Voilà les dégâts, tous les papiers. Là où il y a le mur a cédé, les enfants ont perdu leurs documents, tout ça là. Et voilà à peu près ce qui s'est passé ce matin. Et s'il pleut encore cette nuit, je crois que tout le monde sera dehors. Et on deviendrait d'accord des sans-abri, etc. Donc, pour le moment, nous prions que l'eau ne puisse pas, la pluie ne puisse pas tomber de nouveau pour qu'on puisse un peu rester. La pluie d'aujourd'hui nous a causé assez de dégâts. C'est parce qu'un mur s'est effondré derrière notre maison, ce qui a favorisé l'eau de rentrer massivement, alors qu'avant on ne subissait pas de telles inondations. Si on veut déplorer les dégâts, on ne va pas finir aujourd'hui. Nous avons perdu beaucoup de choses. Nous ne savons même pas où dormir dans les 72 heures à venir. On a sauvé ce qu'on peut et les autres sont restés. Ces victimes lancent un appel aux autorités. Nous avons constaté avec beaucoup d'amertume ces dégâts et nous lançons un appel solennel pour les autorités de la ville ou bien de la commune pour qu'ils puissent nous assister à voir les dégâts, surtout les documents des enfants, tout ça là, pour qu'ils puissent assister, d'accord, les gens qui sont dans les détresses, je peux dire. Voilà ce que nous leur demandons, d'aide, d'assistance à tous ceux qui, dans les alentours, ont eu de ces dégâts-là. Nous lançons un appel aux autorités, surtout au maire de notre commune, le maire Aboka, de nous aider dans cette situation. Parce que trop c'est trop. Ça fait plus de 13 ans que nous subissons des inondations dans ce quartier. D'après une note du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, plusieurs localités sont inondées et des bassins et dépressions sont dans une situation critique. Le ministère a pris des dispositions pour éviter d'autres dégâts, à savoir le déclenchement du système de pompage et d'évacuation d'eau, la ronde des équipes d'alerte, la coordination avec les mairies et la mise en alerte des acteurs. C'était donc le grand voyage des conséquences de la grande pluie d'hier dans les quartiers de Lomé. Une rencontre d'information et d'échange a eu lieu entre le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières avec la participation des investisseurs et promoteurs installés au Togo.
Cette rencontre a porté sur les opportunités d'affaires liées au mécanisme de carbone et les nouvelles dispositions réglementaires prises par décret en Conseil des ministres le 15 mars dernier. Suivant. Les effets des changements climatiques n'épargnent aucun secteur d'activité. Ces effets vont en grandissant et selon le rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC, la situation est inquiétante. Tous les pays doivent prendre des engagements pour réduire leurs émissions afin que la température mondiale reste en dessous de 2, voire 1,5 degrés Celsius. Le Togo, qui avait pris une part active à la COP21, en signant cet accord, s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de façon inconditionnelle de 20,6% et de façon conditionnelle de 30,51%, soit 50,57% d'ici 2030. Pour atteindre ce taux, plusieurs actions contenues dans les contributions déterminées au niveau national doivent être mises en œuvre. Ces dernières sont traduites dans la feuille de route gouvernementale à travers les projets 35-36 et la réforme permettant de renforcer la mise en œuvre des activités à fort potentiel de réduction des gaz à effet de serre, selon le ministre qatari Folibazi. Ceci non seulement pour répondre aux engagements pris devant la communauté internationale, mais aussi et surtout pour bénéficier des avantages des mécanismes de carbone. Ces mécanismes constituent aujourd'hui un cadre de recherche de solutions innovantes dans la lutte contre les changements climatiques. L'un des préalables dans cette recherche de solutions est le décret numéro 034-PR du 15 mars 2023, pris en Conseil des ministres, a indiqué le ministre qatari Folibazi. Ce décret vise à réglementer la réalisation des initiatives d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, d'encadrer la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national et d'inciter les entreprises à investir dans les activités d'atténuation des gaz à effet de serre. Les pays de l'Afrique de l'Ouest sont privés d'une grande partie de leurs ressources halieutiques. Cela est dû à l'utilisation des poissons pour produire des denrées alimentaires destinées aux industries européennes et asiatiques. Cette situation a des conséquences sur l'environnement, sur la santé des populations et sur l'économie. Retrouvons Irène Papadina pour le commentaire. Les producteurs de farine et huile de poisson destinés aux industries européennes et asiatiques privent les populations d'Afrique de l'Ouest d'une part importante de leur alimentation et contribuent au pillage des ressources halieutiques. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par Greenpeace. Chaque année, 500 000 tonnes de poissons qui pourraient finir dans l'assiette de 33 millions de personnes sont transformées en farine et huile de poisson pour des secteurs comme l'aquaculture, l'agriculture, compléments alimentaires, produits cosmétiques et pour les bétails. Les principaux destinataires de ces produits sont les pays de l'Union européenne et de la Chine. Cette production industrielle a aussi des répercussions sévères et négatives en matière environnementale, socio-économique et sur la santé humaine. En Mauritanie, de nombreuses plaintes sur des maladies chroniques et des problèmes liés à l'asthme ont été enregistrées, en même temps que les dommages environnementaux dans des zones proches des usines. Ces situations affectent beaucoup les femmes qui font du poisson fumé, salé et séché qu'elles écoulent sur le marché local. Greenpeace appelle les pays africains à arrêter la production de l'huile et farine de poisson et à donner la priorité à la consommation humaine des produits de pêche. Les vagues de chaleur soufflent sur la Suisse. Le petit pays alpin subit l'un des étés les plus chauds de son histoire. Le niveau d'eau s'affaisse et les glaciers se fondent. Des victimes ont été recensées par le passé et les dirigeants du pays préviennent des risques à venir. Voyons cela avec Vivace Amano. Les vagues de chaleur qui souffrent sur la planète n'épargnent aucun continent. L'Europe est particulièrement touchée et la Suisse également. Le petit pays alpin vit actuellement l'un des étés les plus chauds de son histoire. Depuis le début des mesures en 1864, la Suisse a vécu déjà en 2022 son année la plus chaude et la plus ensoleillée selon le gouvernement. La Confédération traverse à nouveau depuis quelques jours une période de grosse chaleur. Les températures oscillent entre 30 et 38 degrés Celsius.
La plus longue canicule a été enregistrée dans la ville de Lugano, au sud du pays, où le mercure a dépassé la barre des 30 degrés pendant 14 jours d'affilée. Les fortes chaleurs ont provoqué une chute de niveau d'eau par manque de neige et de pluie. L'Organisation météorologique mondiale avait indiqué que les glaciers suisses n'ont jamais perdu autant de leur volume que l'année dernière. 3 km3 de glace ont fondu, soit 6% de la surface glaciale du territoire. Les lacs du sud du pays de l'Europe centrale se sont situés à des niveaux historiquement bas les 8 premiers mois de l'année précédente. L'Office fédéral de l'environnement a dressé un état des lieux de l'année dernière, marqué par de nombreux records aux conséquences néfastes pour les humains et la nature. Les écosystèmes aquatiques ont aussi souffert de cette situation. Les températures marines de 25 degrés Celsius ont été relevées dans les eaux suisses, ce qui se traduit par des taux d'oxygène insuffisants pour les poissons. Les températures élevées ont provoqué une augmentation des décès de 474 personnes par la chaleur. Rappelons que l'année 2003 est la plus chaude et la plus caniculaire de l'histoire de la Suisse. Les fortes vagues de chaleur actuellement ressenties sont l'une des conséquences du changement climatique, en partie causée par l'action humaine. Les militants de Greenpeace ont dénoncé l'élevage industriel des algues vertes en France. Pour marquer le coup, ils ont déposé un gros tas d'algues devant la préfecture de Quimper en Bretagne. Les explications avec Rafietou Mbériko. Le lundi 10 juillet, un tas d'algues vertes a été déposé devant la préfecture de Quimper en Bretagne. C'est une action menée par les militants de Greenpeace. Cette action militante revendiquée par Greenpeace consiste à mettre la pression sur l'État et signaler les extensions accordées aux grosses exploitations agricoles. Bretagne polluée, État coupable. C'est le slogan utilisé par ces militants pour dénoncer le scandale des algues vertes, un véritable fléau pour la Bretagne. Nous sommes ici pour dénoncer ce modèle d'élevage industriel qui, face à la crise environnementale et climatique, nous mène droit dans le mur et dont nous voulons plus ni ici ni ailleurs. A souligné Sandy Alivar-Calvo, chargé de campagne agriculture à Greenpeace dans un communiqué. À cet effet, l'État est appelé à prendre ses responsabilités et à mettre en branle la sortie de l'élevage industriel en instaurant un délai sur tous les nouveaux projets de création ou d'extension des fermes-usines en France. En Australie, les chats sauvages constituent un facteur de déséquilibre des écosystèmes. Face à cette situation, les autorités prévoient utiliser des robots tueurs pour réduire la population des chats sauvages qui nuisent à sa faune. Retrouvons Rafietou Mbériko. La présence des chats sauvages en Australie constitue une menace pour les écosystèmes. Pour lutter contre ce phénomène, les autorités de l'État d'Australie occidentale ont pris des mesures le mois dernier pour réduire la population des chats afin de sauver la faune. Pour ce faire, un projet d'une valeur de 7,6 millions de dollars australiens a été lancé par l'Australie occidentale. Ce projet implique le déploiement des robots tueurs conçus par l'entreprise locale Tilation. Ces robots fonctionnent à l'énergie solaire et sont équipés de caméras et de lasers capables de détecter les chats sauvages et les différencier d'autres espèces animales. Depuis le XVIIIe siècle, plusieurs animaux sont importés par les colons européens en Australie, parmi lesquels le lapin, le chat et le renard. Après leur arrivée sur l'île, les chats se sont rapidement multipliés en grand nombre. Cette profusion de ces chats ont impacté négativement les espèces indigènes et a exterminé progressivement la faune endémique. Selon une étude publiée dans la revue Diversity Contribution en mars 2022, le chat et le renard tuent chaque année plus de 2,6 milliards d'oiseaux, de reptiles et de petits mammifères. Le chat sauvage a lui seul anéanti 27 espèces animales indigènes et met actuellement en danger 120 autres espèces. Le gouvernement canadien compte abattre plus de 660 cerfs de Virginie à cause de leur surpopulation. Cette décision vise à préserver les écosystèmes. Le gouvernement va autoriser l'utilisation d'armes ou d'engins de chasse dans les parcs nationaux du Québec afin de régulariser les populations animales. Les précisions dans ce commentaire.
Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a réalisé de nouveaux inventaires des populations de cerfs de Virginie dans le parc national des îles de Boucherville et celui de Mont-Saint-Bruno au cours de l'hiver 2023. Selon les données fournies à la revue Devoir par la Société des établissements de plein air du Québec, on compte 436 cerfs dans le seul parc d'île de Boucherville, alors qu'on a recensé 299 lors de l'inventaire réalisé en 2021. La population de cervidés qu'on y trouve aujourd'hui équivaut à environ 40 bêtes par kilomètre carré. À titre de comparaison, au plus de l'abondance de cerfs sur l'île d'Anticosti, on comptait 20 bêtes par kilomètre carré. La Société d'État précise par ailleurs que de manière générale, il est admis que la densité idéale serait de 5 cerfs par kilomètre carré. Cela signifie qu'on trouve 381 cerfs de trop dans le parc des îles de Boucherville et 282 dans celui de Mont-Saint-Bruno. Si les autorités allaient de l'avant avec un projet de limitation des populations, pour revenir à une densité de 5 cerfs par kilomètre carré, il faudrait donc abattre 663 cervidés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi très fidèlement sur Green TV International.